Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Paris et Alger ? Ça ne serait pas nouveau, sauf que Paris a bien besoin du gaz algérien pour réduire sa dépendance au gaz russe dans un contexte de guerre en Ukraine. Et c'est le président de l'Algérie qui aurait cette fois ouvert les hostilités. Par un décret promulgué le 24 mai dernier, Abdelmadjid Tebboune a décidé de réintroduire dans l'hymne national l'usage d'un couplet évoquant la France coloniale et qui était tombé en désuétude depuis 1986. Voici les paroles écrites par le poète algérien Moufti Zakaria en 1955 dans les Géoles coloniales françaises qui seront reprises dans l'hymne national lors des commémorations officielles en présence du président de la République. Ô France, le temps des palabres est révolu, nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes, prépare-toi, voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir la classe politique et la presse française. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a estimé que cette décision pouvait apparaître à contretemps et qu'il fallait replacer cela dans son contexte de la décolonisation. Pourquoi étendre l'usage d'une hymne qui date d'une autre époque, au moment même où le président de la République Emmanuel Macron et le président Tebboune ont décidé à l'été dernier de donner un nouvel élan à nos relations ? C'est une question que pose la chef de la diplomatie française et avec elle des journalistes très remontés contre le chef d'État algérien, accusé d'être anti-français dans Marianne et francophobe dans le Nouvel Obs. Ce qui fait dire à Yazid Benouné, anthropologue chargé de recherche au CNRS et écrivain, que les journalistes en France ne comprennent pas l'Algérie. On lui a donc demandé de bien vouloir nous aider à comprendre et nous expliquer pourquoi les relations entre Alger et Paris sont de nouveau tendues. Et pas seulement avec Alger, la France est également en froid avec le Maroc, tandis que le Maroc est en conflit avec l'Algérie. On tente de décrypter tout ça. C'est l'heure de l'entretien d'actu. Bonsoir Yazid Benouné. Bonsoir Nadia. Vous êtes anthropologue et chercheur au CNRS et notamment auteur du livre Hirak et propagande médiatique en contexte post-colonial paru aux éditions ANEP. La question est toute simple, Yazid Benouné. Pour quelles raisons le président algérien a pris ce décret alors que les relations entre la France et l'Algérie semblaient prendre le chemin de l'apaisement ? Alors oui, pour quelles raisons ? D'abord, il faut situer les choses dans leur contexte. Le décret qui a été mis en place le 21 mai 2023. Le 24 mai dernier, oui. Le décret a été promulgué le 24 mai dernier. Il a été promulgué le 24 mai. Et donc un décret qui intervient en fait quelques jours après une polémique importante qui a eu lieu en Algérie, qui a fait beaucoup de remous auprès de la classe politique, notamment le président du Conseil du Sénat, Koudjil, qui était intervenu à ce propos. C'est la résolution du Parlement européen qui date du 11 mai 2023, donc une dizaine de jours avant la décision du décret concernant l'hymne national. Donc déjà, l'hymne national, pour préciser, était déjà exécuté, en tout cas le couplet où la France est mentionnée, était déjà exécuté à certaines occasions, mais à de plus rares occasions. Là, le décret en question précise davantage les conditions dans lesquelles ce couplet est utilisé. Il s'agit des commémorations en présence du président. Et en fait, si on essaie de comprendre la logique, parce que les autorités politiques ne font pas d'explication de texte, il faut revenir à cette résolution du Parlement européen qui a été très critiquée en Algérie et qui a été considérée comme un geste inamical de la part en particulier des élus du parti d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que dit cette résolution ? Il y a notamment, en fait, la résolution concerne... en fait, c'est la résolution du Parlement européen sur la liberté des médias et la liberté d'expression en Algérie, et concernant en particulier le cas du journaliste Ersan El Qadi. Cette résolution a été adoptée le 11 mai 2023,
quelques heures après, l'APS, donc l'agence officielle de presse algérienne, a publié un texte intitulé Le Parlement européen ajoute une couche sombre à sa crédibilité. Et dans ce texte-là, j'ai l'impression que les journalistes n'ont pas fait l'effort de lire ce texte. C'est quand même un texte de l'agence officielle de communication, de l'agence officielle de presse algérienne. Il est écrit notamment cette résolution qui émane apparemment des parlementaires du parti du président français Emmanuel Macron pose encore plus de questions sur cette démarche et sur les relations que souhaite construire cette tendance politique avec l'Algérie. En apparence, ce parti veut renforcer ses relations avec Alger, mais d'un autre côté, il multiplie les coups bas à la construction d'une relation basée sur la confiance. On ne construit pas une relation avec un double langage. Et en fait, d'une certaine manière, le couplet en question évoque justement le double langage de la France officielle coloniale. Et cette résolution, en fait, ce double langage de la France officielle, en particulier du parti d'Emmanuel Macron, intervient du point de vue des Algériens et des autorités algériennes, après notamment l'affaire de l'exfiltration de l'opposante algérienne Amira Bouraoui, et après d'autres gestes qui sont considérés comme inamicaux de la part de l'État français à l'encontre de l'Algérie. Donc cette militante a été exfiltrée par la France, c'est ça? Ben, exfiltration par la France, et c'est ce qui est dit dans la presse algérienne. Quand on voit le parcours, en tout cas l'aide qu'elle a pu avoir, notamment en Tunisie, pour être réacheminée en France, bon, ça pose un certain nombre de questions. Et qu'est-ce qui est reproché à cette militante, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de cette affaire? Amira Bouraoui était... donc elle a fait l'objet de... Bon, je ne vais pas revenir sur son histoire, mais elle a fait l'objet de quelques procès dans le cadre du Hirak. Et elle avait une ISTN, interdiction de sortie du territoire national. Donc elle est partie, malgré cela, d'après la presse française, d'après les autorités françaises, d'après la presse algérienne et les autorités algériennes, avec l'aide de personnes extérieures et notamment de représentants français et du consulat de France à Tunis. Et donc, elle est partie, elle a traversé la frontière algérienne pour se retrouver en Tunisie, où elle a échappé notamment à la justice tunisienne, parce qu'elle était rentrée avec un passeport donc elle était rentrée de manière illégale en Tunisie. Et finalement, avec l'appui de l'ambassadeur et du service consulaire français, elle a pu venir en France. Bon, c'est une affaire qui a eu lieu il y a déjà quelques semaines. Bon, c'était au mois de mars, cette affaire-là, qui a fait des remous et qui a été un petit peu... il y a eu un rappel de l'ambassadeur algérien à l'occasion de cette affaire-là. Donc, et c'est pas le seul geste inamical. On repense notamment au discours du président Macron s'agissant du système politico-militaire algérien, selon l'expression française en cours dans une certaine classe politique française. Et on pense aussi à ses propos sur la nation algérienne. Mais il y a d'autres éléments. Donc la réintroduction de ce couplet, de ce couplet qui est jugé anti-français par certains, est un moyen de pointer la duplicité de la France suite aux événements que vous venez de décrire. Oui, que les autorités algériennes aient décidé de le jouer davantage encore dans son intégralité, parce qu'il était déjà exécuté dans son intégralité, mais à de plus rares occasions. Donc là, c'est juste l'idée de réaffirmer d'une part la pleine souveraineté de l'Algérie et son refus viscéral de toute tentative d'ingérence étrangère, parce que ça a été perçu comme ça du point de vue algérien, la résolution du Parlement européen. Mais justement, c'est une résolution qui a été prise par le Parlement européen. La France n'est pas souveraine au sein de cette institution. Alors, qu'est-ce qu'on reproche exactement à la France? C'est le jeu des élus du parti d'Emmanuel Macron, et notamment, bon, vous faites juste une recherche assez rapidement, vous regardez notamment qui a orchestré les auditions qui ont abouti à cette résolution. Vous verrez que c'est Bernard Guetta,
qui était à la manœuvre, et le journaliste influent qu'on connaît en France, et c'est lui qui a auditionné les personnes dans le cadre de ce travail qui aboutit à cette résolution. Et Bernard Guetta fait partie des élus qui ont rejoint, en fait, c'est un ancien journaliste qui a rejoint le parti d'Emmanuel Macron, et c'est depuis quelques années un député européen, qui a la particularité aussi d'être marocophile. Il a passé son enfance au Maroc. Il y a aussi l'existence d'une société de communication intitulée Bernard Communication Guetta, qui est basée à Casablanca, qui est la ville de son enfance. Les auditions qui ont eu lieu dans le cadre de ce travail du Parlement européen qui a abouti à la résolution concernant l'Algérie, de mon point de vue, pose question. Les personnes auditionnées, c'est des auditions où on a l'impression que les personnes choisies ne sont pas les personnes les plus adéquates, mais ça permet d'aboutir finalement à une résolution qui va davantage, comment dire, cibler l'Algérie et puis ternir son image, alors que cette résolution, elle intervient finalement juste quelques semaines après le Maroc-Gate, qui a entaché la crédibilité du Parlement européen. Le fait que ce soit l'un des députés de la Macronie, un député européen du parti d'Emmanuel Macron, qui a certaines acquaintances avec le Maroc, ça pose question. Voilà. Donc, c'est ce doublant, voilà, c'est le dernier élément en date qui a amené à la fois, de mon point de vue, à l'introduction de ce nouveau couplet, en tout cas à ce nouveau décret qui précise les conditions dans lesquelles l'hymne national est joué dans son intégralité, mais c'est ce qui explique, de mon point de vue également, le fait que la visite d'État que devait faire Abdelmajid Tebboune en France a été reportée sine die. Parce qu'elle devait déjà avoir lieu bien avant. Il y avait déjà une discussion pour une première date qui devait se faire au mois de mars, si je ne me trompe pas, ensuite au mois de mai. Et finalement, il n'est plus question de cette visite d'État. Et pourtant, on se souvient de la visite d'Emmanuel Macron l'été dernier en Algérie. Il avait quand même donné des gages, en tout cas montré une volonté de vouloir réconcilier les deux pays. D'ailleurs, on peut peut-être regarder quelques images de ce bain de foule d'Emmanuel Macron qui ne s'est pas forcément très bien passé. On vient d'entendre des personnes dans la foule insulter le chef d'État français. Ça interpelle d'autant plus qu'il aura fallu quand même attendre 2017 et Emmanuel Macron, qui à l'époque était encore le jeune candidat à l'élection présidentielle, pour que l'on entende, en tout cas celui qui allait devenir président, qualifier la colonisation de crime contre l'humanité. Il a lancé 3 ans plus tard une mission sur la mémoire de la colonisation et la guerre d'Algérie. Lors de son discours sur les séparatistes le 2 octobre dernier, il a évoqué les traumatismes du passé colonial et que la France n'a toujours pas réglé. Il a même parlé de la nécessité pour la France de présenter des excuses. Aucun président n'est allé aussi loin qu'Emmanuel Macron. Et pourtant, on le voit vraiment presque pris en étau par les Algériens lors de cette visite. Comment l'expliquer? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à Emmanuel Macron?
Alors, on reproche qu'il est, en fait, entre le discours, lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, qui était un discours fort où il a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité, et ce qu'il a fait par la suite, justement, ce qu'il appelle sa politique de petits pas, ben, ça a beaucoup agacé, parce Mm. que on avait l'impression que le candidat était en avance sur le président Emmanuel Macron. Donc, il y a effectivement ces petites phrases, ces gestes inamicaux que j'ai mentionnés, Mm. qui sont intervenus entre-temps également. Et puis, il y a aussi ce qui se passe s'agissant de la position de la France au Sahara occidental, Mm. parce que c'est bien beau de dire que la colonisation est un crime contre l'humanité, mais quand la France, en tout cas l'État français, appuie d'une certaine manière, en tout cas la, le processus de colonisation qui a lieu au Sahara occidental, bon, ça pose question en Algérie. Mais la À titre France, d'information, à ce jour, elle refuse de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, là où oui, oui, l'Espagne l'a fait. oui, elle le refuse pour le moment, mais par exemple, le 1er mars 2019, il y a une délégation de la Chambre française de commerce et d'industrie qui s'est installée à Dakhla, donc dans les territoires sous occupation marocaine du Sahara occidental. Il y a le 8 avril 2021 une antenne de La République en marche qui s'est aussi installée à Dakhla. Il y a eu des accords de l'IRD qui incluaient notamment des parties, des accords de coopération avec le Maroc qui incluaient notamment des parties du Sahara occidental occupées par le Maroc. Donc il y a quand même des éléments en tout cas que la presse, en tout cas algérienne, mentionne et qui n'est pas du tout mentionné Mm. ici dans la presse Encore un française. double discours. Un double discours. Ben, par exemple, vous avez l'Observatoire universitaire international sur le Sahara occidental qui est domicilié à l'Université de Paris-Descartes et maintenant l'Université de Paris, où on a un certain nombre de chercheurs français et internationaux qui sont des spécialistes du sujet, des chercheurs en poste dans des institutions publiques, des doctorants qui font des recherches, et cet observatoire est totalement blacklisté par la presse et les grands médias. On va Mm. utiliser des journalistes ou des chercheurs think tank qui vont nous proposer un discours plus convenu. Alors que sur le Sahara occidental, par exemple, il y a eu en avril 2018 une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron et qui s'intitule La France a une très lourde responsabilité dans la non-décolonisation du Sahara occidental. Ça a été publié le 18 avril 2018 dans l'Humanité, donc juste euh, ça remonte à 5 ans déjà. Et c'est une lettre qui a été signée par une centaine d'universitaires français et internationaux et qui pointe justement la responsabilité de la France dans la non-décolonisation de la dernière colonie d'Afrique. Euh, donc il y a eu ensuite d'autres... il y a également, par exemple, suite à la, au changement de cap opéré par, euh, par Sanchez, le Premier ministre espagnol, reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, il y a eu une déclaration de l'Association espagnole des professeurs de droit international et des relations internationales, des centaines de professeurs qui se sont opposés justement à ce changement de cap opéré par Sanchez et qui rappelaient notamment le refus, en tout cas le rôle de la France dans la non-décolonisation de cette dernière colonie d'Afrique, parce que la France oppose son veto à tous les ans, la France s'oppose à ce que déjà le mandat de la MINURSO, donc la mission des Nations Unies sur le Sahara occidental, euh, donc ce mandat soit étendu à l'observation des violations des droits humains. Donc c'est la France qui s'oppose à ça,
à l'extension de ce mandat-là, sachant que la MINURSO est la seule mission des Nations Unies à ne pas avoir de mandat d'observation des violations des droits humains sur ce territoire. Alors, il faut peut-être rappeler à celles et ceux qui nous regardent, le Maroc donc milite pour que soit reconnue sa souveraineté sur le Sahara occidental, là où l'Algérie soutient l'indépendance et l'autodétermination du peuple sahraoui. Donc finalement, la réintroduction de ce couplet dans l'hymne national qui fait mention de cette France coloniale est quelque part un geste adressé à ces Sahraouis qui seraient occupés par les Marocains, par le Maroc. Là encore, Nadia, je ne sais pas, c'est le discours qu'on entend ici en France, mais dès qu'on sort de France, déjà, il faut savoir que la République arabe sahraoui démocratique est reconnue par l'Organisation de l'Unité africaine et l'Union africaine depuis 1982. Donc c'est un État reconnu par la majorité des pays africains depuis 1982, donc il n'est pas soutenu que par l'Algérie. Du point de vue du droit international, c'est un territoire qui doit faire l'objet d'un processus de décolonisation, et depuis 1991, un référendum d'autodétermination devait être mis en place. Bon, le Sahara occidental, la question du Sahara occidental, c'est le trou noir, en tout cas de la presse et des médias en France. Tout est fait pour ne pas en parler. Il faudrait d'ailleurs, à mon avis, que vous fassiez une émission là-dessus, en invitant, par exemple, Gilles Devers, avocat spécialiste du Sahara occidental. Il y a Claude Mangin, et puis des membres de l'Observatoire universitaire international sur le Sahara occidental. Donc voilà, pour avoir un autre discours qui est celui que vous entendez dans la plupart des médias, et notamment dans Le Monde, où on va vous présenter le conflit du Sahara occidental comme un conflit opposant le Maroc et l'Algérie. C'est un conflit de décolonisation d'abord. C'est un problème de décolonisation. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez l'ensemble des déclarations faites par les scientifiques, alors je parle déjà de la tribune du 18 avril 2018 dans l'Humanité, je parle également de la déclaration de l'Association espagnole des professeurs de droit international et de relations internationales. Je parle encore par exemple, des arrêtés de la Cour de justice concernant la pêche et d'autres activités commerciales avec l'Europe et qui concernent le Sahara occidental. Donc c'est 29 septembre 2021, si je me souviens bien de la date. L'Algérie n'apparaît pas. C'est le Polisario qui est la partie plaignante, et en face de lui, il a l'Union européenne représentée par la France et l'Espagne dans un cas, et simplement la France. Et en supplétif, il y a derrière le Maroc. Donc c'est le discours, le narratif qu'on vous présente le Sahara occidental comme une question opposant, un conflit de territoire opposant l'Algérie et le Maroc est un discours trompeur. Donc, je vous enjoins à organiser sans doute une émission là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet important. C'est aussi un scandale dans laquelle la France est impliquée, la France officielle, je veux dire, parce que c'est la dernière colonie d'Afrique. On a un problème relatif au droit international sur ce sujet-là. Ça pose aussi beaucoup de questions relatives au respect des droits humains, parce qu'on a une population occupée qui subit des violations des droits humains de manière répétée. On a notamment Nama Asfari, qui est le conjoint de Claude Mangin, qui est condamné au Maroc à 30 ans de prison après avoir été torturé. On a lui et d'autres camarades. On a d'autres militants sahraouis qui sont soit en exil, soit dans les géoles marocaines, ou soit qui subissent la répression dans les parties occupées du Sahara occidental. Donc, sachant que le Maroc occupe environ 70-80% du territoire du Sahara occidental, il y a à peu près 20-30% de la partie, on va dire, est qui est contrôlée par la République arabe sahraoui démocratique. Et la guerre a repris, c'est une guerre de basse intensité qui a repris depuis novembre 2020, qui a déjà fait aussi des
victimes civiles algériennes et sahraouis. Vous avez raison, on aura l'occasion de revenir sur la question du Sahara occidental dans une autre Donc, émission. Pour revenir à la réintroduction de ce couplet qui fait mention de la France coloniale dans l'hymne national, beaucoup y voient une façon pour le régime algérien d'ériger la rente mémorielle en système pour mieux s'absoudre de toute autocritique. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait même, c'était le 2 octobre 2021, c'était courant octobre 2021 qu'Emmanuel Macron avait affirmé devant des jeunes que l'Algérie, après son indépendance, s'était construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre quand ça me vous fait entendez sourire. ça? Mais ça me fait sourire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la rente mémoriale. Que l'Algérie commémore sa guerre de libération nationale, c'est normal. La France commémore aussi d'autres événements importants de son histoire. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à l'Algérie de célébrer une guerre de décolonisation qu'elle a menée et qu'elle a gagnée. Donc, je ne vois pas où est le problème, si ce n'est à pointer du doigt. C'est une façon de dire que le régime algérien chercherait à faire culpabiliser la France Non, pour... elle cherche pas à faire culpabiliser la France. Elle essaie juste que la France n'ait pas un double discours. Je vous ai mentionné, bon, nonobstant la question du Sahara occidental, qui est quand même important du point de vue des Algériens et des autorités algériennes, je vous ai mentionné un certain nombre de faits, de gestes inamicaux du point de vue de l'État français, en tout cas vis-à-vis de l'Algérie. Et c'est ça qui crispe au niveau des autorités algériennes. Et du coup, voilà, la réintroduction du couplet de Kassaman s'inscrit dans ce contexte-là. Et puis on a aussi la, euh, le report s'inédié de la visite de Tebboune. Qui finalement, alors on lui reproche ça aussi dans la presse française, Abdelmajid Tebboune aurait préféré aller voir son homologue russe plutôt que la France. Il n'a pas Un préféré Russe parce que qui est accusé aussi de coloniser l'Ukraine. originellement la France était prévue avant la visite en Russie. Mais après, la position du gouvernement algérien sur la Russie est assez claire. D'ailleurs, elle a été énoncée publiquement dans un entretien au Figaro en décembre dernier. C'était Yves Tréhard, si je ne me trompe pas, où il expliquait que le président Tebboune, que l'Algérie tient à sa position de non-alignée, qu'elle n'a pas à se positionner pour ou contre d'un côté ou de l'autre. Et que d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est il a pointé assez subtilement justement le double jeu d'une certaine manière de la France quand il a évoqué, alors je vais essayer de reprendre la citation exacte pour pas faire défaut à la réalité des faits. Donc ça, vous pouvez le lire dans l'entretien du Figaro, hein, c'était en décembre dernier, si je ne me trompe pas, avec Yves Tréhard. Donc, le président Tebboune a dit à propos de ce qui se passait en Russie et en Ukraine, je n'approuve ni ne condamne l'opération russe en Ukraine. L'Algérie est un pays non aligné et je tiens au respect de cette philosophie. Et il a précisé juste après, il serait bon que l'ONU ne condamne pas uniquement les annexions qui ont lieu en Europe. Qu'en est-il de l'annexion du Golan par Israël ou du Sahara occidental par le Maroc? Alors là, c'était une formule assez lapidaire qui dénonçait à la fois le double discours, le double langage du Conseil de sécurité de l'ONU et implicitement de la France, ainsi que la normalisation entre Israël et le Maroc, qui est en fait cette normalisation, elle est qualifiée en Algérie d'accord entre colons parce que ça se fait au détriment des droits légitimes des Palestiniens et des Sahraouis. Donc il faut situer ce contexte-là. Il n'y a pas une préférence pour la Russie. En tout état de cause, s'il n'y avait pas eu ces gestes inamicaux, en tout cas perçus comme ça de la part de la France à l'encontre des autorités algériennes et de l'Algérie, il aurait été fort probable que la visite du président algérien se fasse en France avant qu'elle ne se fasse en Algérie, en Russie. D'ailleurs, c'était programmé ainsi. Il devait initialement venir tout au moins en France au mois de mai. Mais c'est la résolution du Parlement européen qui a été un petit peu la dernière goutte d'eau par rapport à un certain nombre de, de petits voilà, de déclarations, d'actes. Il y a eu aussi
les propos, même si c'est pas des propos officiels, mais le propos de les positions de l'ex-ambassadeur en Algérie, l'ex-ambassadeur de France en Algérie, Xavier Triancourt, qui a eu des propos assez déplaisants à l'encontre Vous de pouvez les l'Algérie. rappeler? C'est un diplomate où il parle de l'Algérie s'effondre et elle entraînera la France avec, que tous les Algériens, grosso modo, souhaitent partir du pays. C'est une vision complètement hallucinée, hallucinante et ahurissante de l'Algérie. Moi, quand j'ai lu ça, je me dis, cet ex-ambassadeur, il est dans une panique morale et réactionnaire comme j'en ai jamais vu. Donc ça a quand même, bon, il y a eu, on en a parlé en Algérie. Hein. Et puis, il suffit juste de lire ce que ne font pas les journalistes, j'ai l'impression, en France. Il suffit juste de lire la presse algérienne, et qui pour partie est en français, pour comprendre un petit peu les logiques, les ressentis, et pourquoi, bon voilà, certaines déclarations d'officiels ou de personnes qui ont été quand même ambassadeurs, c'est pas rien. Dans Le Figaro, ce texte-là était le texte de Driancourt était dans Le Figaro. Les positions récentes, notamment d'Édouard Philippe, concernant l'accord de 1968. Bon, il y a un certain nombre de gestes dont on se dit en Algérie, on souffle le chaud et le froid, mais ça vient plutôt du côté français. Est-ce que justement, vous pouvez rappeler aussi ce que prévoient ces accords de 68? Parce qu'il y a aussi ce problème de visa. Il y aurait 50% il y aurait moins de... Alors, on donnerait 2 fois moins de visas aux Algériens. C'est aussi un des difficultés qui opposent la France à l'Algérie. Non, alors moi, je connais pas trop le contenu des accords de 1968. J'ai lu un petit peu ce qui se dit dans la presse. Bon, c'est défavorable sur certains aspects et favorable notamment concernant l'installation, notamment le regroupement familial. Grosso modo, c'est ce qui me semble, ce qu'il faut retenir. Mais ce qui me semble, moi j'analyse en tout cas, ce sont des accords qui ont été revus à plusieurs reprises, ce sont des accords internationaux, donc on ne peut pas unilatéralement décider de, de les revoir à sa guise. Mais moi, j'observe que bon, c'est un geste politicien. C'est à l'occasion du débat sur l'immigration qui s'annonce. C'est des gestes à l'encontre de la droite et de l'extrême droite. Euh, voilà, et je pense aussi que c'est en particulier tentative de séduire l'extrême droite qui fondamentalement et même à ses origines s'est construit sur la haine de l'Algérie indépendante. C'est le cas de l'OAS, le groupe terroriste d'extrême droite Charles Martel, voilà, qui a fait couler beaucoup de sang d'Algériens en France dans les années 70. Voilà, c'est un peu cette histoire-là qui, l'extrême droite, elle est quand même héritière de ça, de l'OAS et du groupe Charles Martel. Donc il y a quand même, je crois, vis-à-vis de l'Algérie, une sorte de problème qui ne passe toujours pas, en partie pour la droite et l'extrême droite. Et je pense, de mon point de vue, que l'Algérie, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'Algériens pensent comme moi, l'Algérie constitue encore une épine pour les nostalgiques de l'Algérie néocoloniale, mais aussi pour ceux qui sont dans une perspective coloniale ou néocoloniale vis-à-vis de l'Afrique et notamment vis-à-vis du Sahara occidental. Alors, depuis la promulgation de ce décret présidentiel, il y a une campagne portée par des médias, des officiels français à l'encontre de l'Algérie qui est jugée violente, notamment par le quotidien Le Soir d'Algérie dans son édition du 22 juin 2023. Et à titre d'illustration, on peut revenir sur l'édito à charge contre le président Tebboune qui a été écrit par la journaliste Sarah Daniel, qui pose la question de savoir s'il est francophobe. Et ce qui interpelle, c'est qu'elle conclut son papier par un plaidoyer en faveur du Maroc.
elle demande en fait finalement à la France de ne pas sacrifier ses relations avec le Maroc au nom de la réconciliation compromise de l'Algérie. Oui, oui, mais c'est pas la seule. Il y a eu Sarah Daniel, BHL, Martine Gosselin, de chroniqueurs et de journalistes qui sont allés de leur plume. Ils ont des intérêts au Maroc, c'est ça Ou qu'on de doit leur comprendre? tweet, de leur tweet. Mais bien sûr, il y a énormément d'intérêts français au Maroc. J'ai vécu 3 ans là-bas en étant chercheur affecté au son Jack Berg. J'ai vu un petit peu ce qu'il en était. Il y a énormément d'intérêts français au Maroc. C'est un petit peu l'Éden néocolonial euh, pour une partie d'une certaine élite française, mais et pas que française d'ailleurs. Mais ça se fait au profit encore d'une propagande, c'est-à-dire on va éluder à la fois tous les grands problèmes qu'il y a au Maroc, notamment s'agissant, je vous parlais du Sahara occidental, quand même la dernière colonie d'Afrique, le scandale Pegasus, le Maroc Gate, qu'on essaie d'étouffer, les nombreux journalistes indépendants incarcérés sous des motifs infamants, la plupart pour des motifs entre guillemets de viol. Je pense à Omar Radi, Souleymane Reissouni, Tawfiq Bouachrin. Il y a le cas de Nasser Zefzafi, qui est le leader du Hirak du Rif, qui a démarré en 2016. Lui, il a été torturé, il est condamné à 20 ans de prison. D'ailleurs, même le Parlement européen a adopté à la majorité un texte non contraignant, mais qui demande aux autorités marocaines de respecter la liberté d'expression, la liberté des médias Non dans le contraignant, mais pays. c'est le seul en 25 ans. C'est après le scandale du Maroc Gate qui a entaché quand même la crédibilité du Parlement européen. Et pour reprendre le cas de Nasser Zefzafi, il était en lice pour avoir le prix Sakharov il y a quelques années du Parlement européen. Et il ne l'a pas eu, mais parce qu'il y avait des pressions par des lobbies marocains et avec le relais en France et en Europe. Donc, je vous parlais du cas de Naama Asfari, torturé, condamné à 30 ans de prison. Il y a d'autres militants. Il y a le massacre des migrants au port de Melilla qui a eu lieu le 22 juin 2022. La date exacte, ça doit être le 24 juin 2022. Il y a un certain nombre de faits. Ce massacre de migrants est qualifié, par exemple, dans Le Monde comme étant un drame. Donc, il y a un certain nombre de faits au Maroc qu'on va atténuer, voire cacher ou éluder, en tout cas en France, parce que, voilà, il y a des intérêts. C'est aussi simple que cela. Et à contrario, on va accabler l'Algérie parce qu'il y en a beaucoup moins, en tout cas pour le moment. Alors, Le jour où peut-être Bernard-Henri Lévy aura son palais piscine à Tinimoun au lieu de l'avoir à Marrakech, peut-être que les choses changeront, mais je dis ça en faisant une petite boutade, mais voilà, le positionnement de l'Algérie qui est un positionnement fondamentalement anticolonialiste et fondamentalement indépendantiste, bon, ça gêne. Et sur cette idée il du s'agit président. notamment des journalistes qui seraient plutôt sionistes ou des figures comme BHL, ce qui explique aussi leur ressentiment vis-à-vis de l'Algérie. Oui, bon, je sais, oui, oui, effectivement, mais juste pour revenir à ce que je voulais dire, j'ai loupé mon point. Excusez-moi. Je vous en prie. Si vous voulez, on peut poursuivre. On a beaucoup parlé des relations très tendues entre la France et l'Algérie. La France est également en froid avec le Maroc qui a rappelé son ambassadeur en janvier. C'était le 19 janvier précisément. Et c'est d'ailleurs le jour où le Parlement européen justement a adopté cette résolution défavorable au Maroc, où elle demande aux autorités marocaines de respecter la liberté d'expression. Les députés européens ont également demandé au Maroc d'accorder un procès équitable aux journalistes emprisonnés dans le pays, Omar Radi, Souleymane Rassouni et Tawfiq Bouachrin. Qu'est-ce qui explique... Pourtant, les deux pays étaient quand même historiquement proches. On se souvient que Jacques Chirac était un grand ami de Hassan II. Qu'est-ce qui explique cette rupture aujourd'hui entre la France et le Maroc? Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la France soutient par des gestes non officiels la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Oui, je vais répondre à cette question, mais j'aimerais répondre à une question que vous avez soulevée juste avant, et sur laquelle je n'ai pas pu développer mon raisonnement. Vous parlez justement de diatribe contre le président algérien. Alors, moi, je ne connais pas le président algérien.
Je ne sais pas quelle est sa philosophie, mais une chose dont je suis sûr, c'est que les Algériens, dans leur généralité et dans leur immensité, de manière générale, et les autorités algériennes ne sont pas anti-françaises ou francophobes, et ça doit être aussi le cas du président qui est aussi francophone. Donc, mais par contre, ce qui est clair, c'est que les Algériens et les autorités algériennes aiment la France, ou en tout cas respectent et honorent la France, par exemple, de Gisèle Halimi, la France de Monique Herveau, d'Adolfo Kaminski, de René Vauthier, cette France anticolonialiste, cette France humaniste, mais effectivement, elle n'est pas, c'est juste pour revenir sur ce point-là qui a été mis en avant par certains journalistes, elle n'est pas francophobe ou anti-France. Voilà. Les autorités algériennes ne sont pas dans cette perspective-là, de mon point de vue et d'après mes connaissances. Après, pour revenir sur le cas du Maroc, ce qui explique un petit peu le coup de chaud entre la France et le Maroc, c'est tout simplement que le Maroc est, de mon point de vue, entré depuis la déclaration, en tout cas les déclarations de Trump reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental dans le cadre des accords d'Abraham, donc la normalisation entre Israël et le Maroc, ce qu'on appelle en Algérie l'accord entre colons. À partir de ce moment-là, le Maroc, en tout cas les autorités marocaines, telles que je le vois de mon point de vue, se sont, voilà, se sont sentis un petit peu poussés et ont essayé de, de faire en sorte que d'autres pays s'alignent sur cette reconnaissance de Trump. Et ça a été le cas avec l'Espagne. Je pense qu'elle fait de la pression en France pour qu'il y ait une reconnaissance officielle de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Je pense que la France se refuse encore parce que là, elle franchirait un pas au niveau du point de vue du droit international qui est quand même problématique. Elle appuie d'une certaine manière la colonisation de fait, ne serait-ce qu'avec les accords commerciaux qui ont été dénoncés au niveau du Parlement, de la Cour de justice européenne, et puis d'autres éléments que je vous ai mentionnés plus avant dans l'émission. La France reste encore dans cette perspective on ne reconnaît pas officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental pour des questions assez évidentes de droit international. Mais n'empêche que quand vous écoutez le discours, par exemple, de Le Drian, l'ancien ministère des Affaires étrangères, et j'ai pas entendu Colonna récemment, mais en tout cas, le discours que j'entends de la part des autorités algériennes, des autorités françaises, ça reste toujours que le plan d'autonomie marocain reste une base de discussion crédible. Donc en gros, il y a moyen de moyenner la colonisation. Je l'entends comme ça. Donc non, moi, de mon point de vue et du point de vue des gens qui ont des principes, ça ne passe pas. Donc il faut que le discours des autorités françaises soit plus franche, soit plus en ligne avec le droit international. Et il faudrait aussi que la délégation de la Chambre de commerce à Dakhla se retire, qu'il n'y ait pas d'antenne LREM, maintenant Renaissance, à Dakhla en territoire occupé. Donc voilà, les investir de ce processus de colonisation, tout simplement. Alors Donc, voilà. la France, elle réfute l'existence d'une crise entre le Maroc... La crise, c'est que, de mon point de vue, des autorités marocaines essaient de faire pression. Du coup, elles essaient voilà, de faire pression sur les autorités françaises, mais pas simplement à l'encontre des autorités françaises. Il y a un article de Ignacio Sombrero qui est paru récemment, qui est spécialiste des relations Espagne, notamment Espagne-Maghreb et Espagne-Maroc en particulier. Bon, c'est pareil pour l'Espagne. Il y a aussi des pressions de la part du Maroc pour qu'il y ait non seulement la reconnaissance, elle a déjà eu de Sanchez, mais pour d'autres, notamment vis-à-vis de Melilla, vis-à-vis d'autres territoires qu'elle considère comme relevant de sa souveraineté. En tout cas, s'il n'y a pas...
le texte d'Ignacio Sombrero qui est paru récemment. Ouais, ici, il n'y a pas de crise avec Rabat. La perspective annoncée d'une visite d'État d'Emmanuel Macron dans le royaume chérifien paraît s'éloigner. Alors, s'agissant des tensions maintenant entre l'Algérie et le Maroc, ces tensions semblent grandissantes, ce qui fait dire à la politologue Khadija Mohsen Sinan qu'une guerre au Maghreb est possible. Est-ce que vous partagez sa grille d'analyse, sa lecture des déjà, événements? quand on fait bon, vous savez, quand vous faites une lecture de texte, vous essayez de savoir qui est l'auteur, le contexte de publication et puis ce qui est dit. Alors, Khadija Mohsen Sinan, c'est une politologue, certes, mais c'est aussi une chercheuse qui n'a pas, à ma connaissance, de poste fixe, en tout cas qui n'est pas maître de conf ou universitaire ou chercheur CNRS en France, qui a été donc travaillé dans des instituts privés, des think tanks, l'IRIS si je ne me trompe pas, et qui maintenant est au conseil scientifique notamment de la Hicham Alaoui Fondation. C'est la fondation qui a été créée par le cousin du roi Mohammed VI, du roi du Maroc. Donc, juste pour situer, Hicham Alaoui, donc lui, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, il est pour. Donc, Khadija Mohsen Sinan, les discours qu'elle a dans ses articles sont des discours assez convenus pour la doxa française. Ce qu'elle raconte, bon, elle est toujours dans ce discours conflit entre l'Algérie et le Maroc. C'est pas du tout ce que disent les chercheurs, par exemple les chercheurs de l'Observatoire universitaire international sur le Sahara occidental. C'est pas la même grille de lecture qu'on a, et c'est de nombreux chercheurs dans des institutions publiques en France et à l'international. C'est pas la lecture quand vous lisez la tribune du 18 avril 2021, qui a été publiée, 18 avril 2018, qui a été publiée dans l'Humanité. Bon, c'est pas la même lecture. Ce que je vous ai dit tout à l'heure s'agissant de la déclaration de l'Association espagnole des professeurs de droit international et des relations internationales, pareil, l'Algérie n'est pas mentionnée, c'est juste un problème de décolonisation qui implique à la fois l'Espagne, l'ancienne puissance administrante, le Maroc, qui est la puissance occupante, et la France qui appuie par derrière le Maroc. Khadija Mohsen Sinan, donc, elle est là pour faire le job, entre guillemets, de donner une petite caution scientifique à ce discours présentant la question du Sahara occidental comme un conflit de territoire entre le Maroc et l'Algérie. Et ce qui est intéressant dans son dernier texte, Celui qui est publié dans le Figaro, dans l'article, le son Figaro, entretien dans le voilà, Figaro. ça commence par une belle histoire d'amour, on parle de sentiments blessés, bon, c'est un peu marrant pour une politologue, ça m'a fait sourire, mais elle ne parle pas du contexte politique d'ensemble. Le contexte politique d'ensemble, c'est contexte de colonisation, d'une décolonisation entravée du fait de l'occupation du Maroc sur le Sahara occidental, du fait de l'appui par derrière de la France, du fait du veto que la France oppose au Conseil de sécurité de l'ONU s'agissant de la MINURSO et de son mandat. Donc voilà, pour vous dire, si je m'aligne sur sa position, en fait, pour être exact, la guerre a déjà commencé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas une guerre directe entre l'Algérie et le Maroc. Depuis novembre 2020, les forces armées sahraouies ont repris la guerre. Et ont repris les combats, ont repris les armes, tout simplement parce que depuis 1991, les Sahraouis en ont eu marre d'attendre ce référendum qui n'arrive jamais. Donc, ils ont repris les armes en novembre 2020, si je ne me trompe pas. La déclaration de Trump sur la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental date de décembre 2020. Il y a eu déjà des victimes civiles. On a publié avec quelques collègues un texte qui est paru dans le journal L'Humanité qui date du 12 décembre 2021, qui s'intitule Algérie-Maroc, la guerre ou le droit, où on montre que en fait, cette guerre a déjà commencé d'une certaine manière, parce qu'il y a déjà eu des victimes civiles sahraouis, mais aussi algériennes. Il y a eu
commerçants civils algériens qui ont été tués par des drones, si je me souviens bien, le 1er novembre 2021 déjà. Et puis, c'est une date quand même symbolique pour l'Algérie. Le 1er novembre, c'est le déclenchement de la guerre de libération nationale. C'est une fête nationale en Algérie. Pour le moment, l'Algérie ne réagit pas militairement. Elle a réagi par rapport au Maroc en, en coupant toute relation, en interdisant le survol de son territoire de la part de, comment dire, d'avions en provenance du Maroc. Il y a un certain nombre de rétorsions économiques qui ont été aussi faites à l'adresse de l'Espagne suite à son alignement concernant la souveraineté du Sahara occidental, la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'Algérie attend et se prépare, mais pas pour entrer en guerre, mais elle est quand même assez euh, soucieuse de ce rapprochement militaire qui s'opère entre le Maroc et Israël. Il y a notamment une base militaire qui est en voie je sais pas, je pense qu'elle est même déjà opérationnelle, qui a été mise en place du côté de Nador, donc à quelques encablures de la frontière algérienne. Israël appuie le Maroc et les forces armées marocaines dans son combat contre les forces sahraouis. Elle l'appuie militairement, c'est ça? Elle Elle fournit des armes? fournit des armes et fournit La technologie. de la technologie. Donc ça, on n'en parle pas trop en France, mais voilà, en France, en Algérie, mais aussi dans par d'autres canaux, il y a des informations qui circulent, notamment à l'international. Et donc voilà, donc la situation, elle est pour le moment, on va dire, en stand-by. Tout dépendra de ce qui se passera dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais là-dessus, je ne pourrais pas vous dire, voilà, je ne suis pas devant. J'espère qu'il n'y aura pas, que la chose pourra être réglée du point de vue du droit international. Parce que, en fait, si on en arrive là, c'est justement parce que le droit international n'a pas été respecté et il n'est pas respecté depuis 1975 et au moins depuis 1991. Le référendum d'autodétermination, bon, ça fait quand même plus de 30 ans qu'il devait avoir lieu. Et puis après, la position de l'Algérie, c'est la position vous savez, en 1963 et 1964, il y a eu les accords d'Addis Abeba et puis ensuite les accords du Caire. Il y a deux choses qui sont sorties de ces accords-là, notamment s'agissant du processus de décolonisation. D'une part, les pays, d'une part, l'idée principale, c'était de garder des frontières issues de la colonisation, sans quoi ça allait être la guerre dans toute l'Afrique. Donc, théoriquement, le Sahara occidental devait être voilà, un territoire autonome. Et le deuxième point, c'est les pays qui ont obtenu leur indépendance devaient appuyer les mouvements de décolonisation. C'est ce qu'a fait l'Algérie en appuyant le Front Polisario qui s'est créé en 1973 d'abord pour combattre l'Espagne, pour accéder à l'indépendance, avec les accords de Madrid de 1975, qui ont été faits entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie. L'Espagne a autorisé le Maroc et la Mauritanie de prendre chacune une partie du territoire en échange d'une certaine coopération économique par rapport aux ressources naturelles du territoire. Donc finalement, le Front Polisario s'est retrouvé en guerre par la suite, d'abord contre l'Espagne, ensuite contre la Mauritanie et le Maroc. La Mauritanie s'est retirée quelques années après. En 1976, entre-temps, en 1976, le Front Polisario a déclaré, a proclamé la République arabe sahraouite démocratique, qui a été reconnue par l'Union africaine en 1982. En fait, il y a une guerre latente qui s'est déroulée entre le Maroc et le Front Polisario entre 1975 et 1991.
il y a eu le cessez-le-feu en 1991 qui devait aboutir sur un référendum d'autodétermination. C'est ça le processus de décolonisation. Ce référendum n'a toujours pas eu lieu. On est en 2023. Donc voilà, c'est ce contexte-là qui explique les tensions et qui explique aussi la reprise des armes des Sahraouis et les tensions qui existent actuellement dans la région, parce qu'il y a il y a un autre acteur qui est venu appuyer le Maroc dans son processus de colonisation, c'est Israël. Pas surprenant. Et ça, en Algérie, c'est très très mal vu. On rappelle qu'il n'y a pas d'ambassade israélienne en Algérie. Oui, il n'y a pas d'ambassade israélienne en Algérie, d'une part, mais l'Algérie, par exemple, a toujours soutenu la cause palestinienne. En 1974, si je ne me trompe pas de date, c'est lorsque Boumedienne était président et Bouteflika ministre des Affaires étrangères, c'est à ce moment-là. Bouteflika était le président de la session de l'ONU à ce moment-là. C'est lui qui a fait venir Yasser Arafat à l'époque. Et c'est à partir de ce moment-là que la Palestine a commencé à être un des membres observateurs de l'ONU. En 1988, la Palestine a été déclarée État à Alger. Donc il y a la déclaration de l'État palestinien, c'est faite à Alger en 1988. Récemment, il y a eu l'accord de réconciliation entre les différentes branches palestiniennes, Fatah, Hamas, FPLP, à Alger, avec l'aide du président Tebboune. Et c'est pas que la Palestine. Il y a le documentaire, je ne sais plus l'auteur, quand Alger était la Mecque des révolutionnaires. Alger a été aussi la deuxième patrie de Mandela, a soutenu des mouvements de décolonisation partout en Afrique. C'est le pays de Frantz Fanon, qui était l'un des premiers panafricanistes. Donc voilà, ça reste encore en Algérie. Merci beaucoup Yazid Benouné pour nous avoir offert ces précieuses clés de compréhension et ces éclairages. Je rappelle qu'en plus d'être anthropologue et chercheur de CNRS, vous êtes membre du laboratoire d'anthropologie sociale en France et l'auteur du livre Hirak et propagande médiatique en contexte postcolonial. Peut-être quelques mots sur ce livre. Ouais. Eh bien, d'abord, si vous cherchez sur des bases de données, Gistor, Cairn, Google Scholar, vous trouverez mes travaux scientifiques. Bon, je suis identifiable, je suis un chercheur du CNRS, membre du laboratoire d'anthropologie sociale, qui est une unité mixte qui dépend à la fois du CNRS, du Collège de France et de l'École des hautes études en sciences sociales. Je suis l'un des co-responsables de l'équipe anthropologie comparative des sociétés et des cultures musulmanes. Donc, je connais bien, spécialiste de l'Afrique du Nord. J'ai mené des enquêtes en Algérie, au Soudan et au Maroc. Et en fait, l'ouvrage en question, il s'est fait de la manière suivante. C'est-à-dire que j'avais été sollicité au départ par la revue AOC au moment du début du Hirak, donc fin février 2019, pour avoir un éclairage. Donc c'est un éclairage qui est paru dans la revue Analyse Opinion Critique, qui s'intitule Algérie, sociologie d'une deuxième révolution, toujours en référence à Frantz Fanon. Les lecteurs pourront le lire. Celui-là, il est en accès sur AOC en France. J'ai ensuite été sollicité pour intervenir chez Mediapart. Je n'ai pas pu y aller à cette époque. Et j'étais aussi sollicité par la chaîne parlementaire LCP pour une émission portant justement sur le Hirak. Donc, lorsque j'ai été sollicité par l'un des collaborateurs, j'ai demandé, grosso modo, quelle était la ligne éditoriale de l'émission, de quoi on allait parler exactement. Le fil conducteur et quels étaient les invités. Et il se trouve que juste après, donc le collaborateur m'a dit que en fait l'émission n'aura pas lieu en fait, qu'elle était annulée. Et elle a eu lieu quand même. Et le spécialiste qu'on a pris pour l'Algérie, c'était Mohamed Sifawi. Donc, c'est quelqu'un qui n'a aucune publication scientifique, où on connaît le personnage. En plus, il est pris dans le scandale des affaires du fonds Marianne. C'est aussi un journaliste qui a pu dire. C'est un escroc, on peut aller droit au but. Qui a pu dire publiquement que l'Algérie était le pays le plus raciste du monde. Ça, c'est vérifiable un peu quand on cherche. Donc, il donne des gages du point de vue de l'expuissance coloniale. Et ce qui n'est pas mon cas.
Je suis un chercheur un peu plus critique qui cite mes sources et qui aussi qui s'intéresse aussi à l'analyse critique des médias. Donc du coup, j'ai publié un petit texte dans AOC qui s'appelle Système, caste, clan, ruse, analyse, l'aporie, aporie de l'analyse médiatique. C'était justement sur cet événement-là où il était question justement de l'intitulé de l'émission, c'était il voulait la les élections sans Bouteflika, ils auront finalement Bouteflika sans les élections. Et puis ça n'a pas arrêté de discuter de la ruse, du régime, du clan, de, des stratagèmes, tout ça sans même expliquer que en fait l'élection elle pouvait plus avoir lieu parce que tous les partis s'étaient retirés du processus électoral. Donc du coup il y a pas d'élection possible. Donc j'explique ça. Ensuite il y avait un autre texte que je devais proposer à OC, mais aussi au journal Le Monde et au quotidien Libération, si je me trompe pas, peut-être même à l'Humanité, qui s'intitulait Algérie vers une révolution des œillets, où j'expliquais qu'en fait l'armée n'allait pas prendre le pouvoir, qu'elle allait accompagner le processus et qu'il y aurait une transition démocratique. Et ce texte-là a été refusé par tous ces journaux et il a été publié dans le journal algérien Le Soir d'Algérie. Il a été publié juste 2 jours avant que le général à l'époque, Gaïd Salah, se prononce en faveur de l'article 102 de la Constitution qui stipule que le président, encore en raison de sa maladie ou d'un empêchement, donc on doit mettre en place des élections présidentielles. Alors, il s'est prononcé à ce moment-là parce que la situation était tendue. C'est-à-dire qu'à l'époque, les manifestants demandaient le, comment ça, que les 3 B, Belaïs, donc déjà Bedoui, le Premier ministre, Ben Salah, le président du Sénat, et Belaïs, le président du Conseil constitutionnel, dégagent. Donc il n'y avait plus aucune structure institutionnelle, si ce n'est l'armée, pour garantir un petit peu de stabilité institutionnelle. Donc finalement, il y a eu quand même des élections présidentielles, constitutionnelles, avec un retour à 2 mandats maximum pour le président. Il faut vous rappeler que le Hirak d'Algérie euh, a eu lieu en raison de la tentative de 5e mandat de Bouteflika. Donc, ce texte-là, en gros, ce texte-là, pour faire bref, il a été refusé en France. D'autres textes, pourtant documentés et détaillés, ont été refusés en France parce que ça ne correspondait pas à la doxa, quoi. La doxa, c'est que c'est le régime politico-militaire et que finalement, le Hirak, il a été réprimé en Algérie, alors que finalement, il y a quand même eu un nouveau président, de nouvelles élections, que les anciens responsables et même des anciens oligarques en Algérie sont actuellement en prison, alors que juste à titre de comparaison, le premier Hirak qui a eu lieu en Afrique du Nord, c'est le Hirak du Rif en 2016. À l'époque, euh, suite à la mort du poissonnier Mohsen Fekré, et à l'époque, les manifestants du RIF, hein, il y avait une colère sociale qui montait, ont demandé le limogeage du ministre de la Pêche. Et en fait, ce ministre de la Pêche a eu par la suite son portefeuille ministériel augmenté, et ensuite il est devenu Premier ministre, c'est-à-dire Aziz Akhnouch. Il s'appelle Aziz Akhnouch. Donc voilà, et il y a eu plein de répression, et malgré ça, le Maroc, pas de souci. Donc voilà, donc du coup en fait toutes ces analyses critiques que j'ai pu euh, écrire et que j'ai pas publier en France, je les ai publiées en Algérie dans différents journaux. Pourtant, je suis chercheur en poste en France, hein, mais on préfère les escrocs du style Mohamed Sifawi. C'est mieux, ou alors l'autre, Kader Abdelrahim, qui lui, il a une plainte à son encontre parce qu'il a assisté à des forums internationaux au Sahara occidental, notamment le dernier en décembre 2022, en mettant le nom de l'Algérie en avant. Donc, voilà, c'est aussi une autre personne, j'en parlerai plus tard peut-être. Mais en gros, tous ces textes ont été publiés finalement en Algérie, à la NEP, et moi, c'est pas que je ne veux que publier en Algérie, ça me dérange pas de publier en Algérie. D'ailleurs, je travaille sur l'Algérie et en tant qu'anthropologue, c'est toujours bien de pouvoir publier dans le pays dans lequel on travaille. Mais bon, si je publie pas ce texte en France, c'est tout simplement parce que on n'a pas voulu que je le publie.
La France, On a c'est voulu que je sa publie ce texte en France. En tout cas, vision j'espère à que- géométrie variable de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Merci beaucoup, Yazid. C'est pas faute d'avoir quelques qualités, et notamment d'être chercheur d'une institution publique, voilà, identifiable, et qui a quelques Donc, connaissances. chercheur au CNRS, hein, je le rappelle, et membre du laboratoire d'anthropologie sociale en France.